Ce qui nous réunit ce soir, c'est ce projet de loi sur le mariage et l'adoption par les personnes de même sexe. Donc, comme son nom l'indique, ce projet envisage de permettre le mariage de deux personnes de même sexe et par voie de conséquence l'adoption, c'est-à-dire soit l'adoption par deux personnes de même sexe, soit l'adoption de l'enfant du conjoint de même sexe. Bon, le projet de loi se présente sous des apparences très techniques. Donc, quand on le lit, il n'y a aucune passion, il n'y a vraiment rien qui accroche le regard, c'est très technique. Alors qu'en réalité, avec l'admission d'époux et de parents de même sexe, eh bien, ce sont les réalités du mariage et de la filiation qui sont bouleversées. Non pas dans le sens d'une évolution, mais dans le sens d'une déconstruction. Déconstruction suivie d'une reconstruction sur un fondement nouveau, à savoir la volonté d'être époux, la volonté d'être parent, abstraction faite de la référence à la nature et à l'engendrement de l'enfant, qui fonde l'altérité sexuelle des époux comme des parents. Alors, la modification majeure que ce texte introduit, c'est le bouleversement de la filiation. C'est-à-dire que la filiation est redéfinie. Donc, quoi qu'on pense de cette redéfinition que je vais expliquer, dans tous les cas, on ne peut que constater qu'elle va susciter un imbroglio juridique à peu près inextricable en droit de la famille. Et à ceci, il faut ajouter que cette redéfinition de la filiation et ses conséquences, ses contradictions juridiques qui en découlent, ne concernent pas seulement les personnes directement concernées par le projet, c'est-à-dire concrètement les adultes de même sexe qui vont se marier et les enfants qui seront les leurs, mais concerne en réalité toute la société, c'est-à-dire vous et moi. Alors tout d'abord, premier point, le projet redéfinit la filiation qu'il réduit à un rapport d'éducation. On va expliquer cela. D'abord, qu'est-ce que la filiation ? Certes, la filiation ne se réduit pas à la vérité biologique. D'ailleurs, le droit ne garantit à personne sa filiation biologique véritable. C'est-à-dire que lorsque le mariage désigne le mari comme père, il n'y a pas de test de paternité pour vérifier qu'il est bien le père. Lorsqu'un homme reconnaît un enfant, il n'y a pas de vérification de la véracité de la reconnaissance. Donc la vérité biologique n'est le critère qu'en cas de contentieux. Donc lorsqu'il y a un conflit de paternité, par exemple, deux hommes revendiquent la paternité d'un enfant, elle se tranche sur le fondement de la paternité biologique. Mais même en cas de contentieux, le critère biologique n'est pas le seul, parce que encore faut-il que le contentieux soit recevable en justice, ce qui est loin d'être toujours le cas, parce que la plupart des actions relatives à la filiation sont enfermées dans des délais de prescription très brefs, ce qui fait que, bon, je ne sais pas, dans cette assemblée, à peu près 95% des personnes ici présentes n'ont pas d'action relative à leur filiation disponible, et par conséquent, le critère biologique est hors sujet pour la plupart d'entre nous, pour tous ceux qui ont plus de 28 ans, concrètement. Bon, donc, le droit ne définit pas la filiation par la vérité biologique, mais en revanche, la filiation est définie en référence à la biologie et concrètement aux exigences de la biologie pour la procréation, c'est-à-dire que les parents soient un homme et une femme. Et effectivement, le droit entérine cette définition en ce qu'il garantit à tout enfant une filiation vraisemblable. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut être relié à la fois qu'à un seul père et une seule mère. Et si un homme veut reconnaître un enfant qui a déjà un père légal, eh bien, il doit commencer par attaquer la filiation existante, et une fois qu'elle est tombée, il peut établir lui-même sa propre paternité. Donc, un enfant ne peut avoir à la fois qu'un seul père et une seule mère. Et il s'agit là d'un principe essentiel du droit à la filiation, ce qui a permis à la Cour de cassation cet été de refuser la reconnaissance en France d'une adoption prononcée en Grande-Bretagne d'un enfant par deux hommes, parce que reconnaître cette adoption eût conduit à inscrire sur le registre d'état civil un enfant comme né de deux hommes, ce qui serait incohérent. Alors, dans ce contexte, comment accueillir les parents de même sexe ? Nul ne conteste que deux hommes ou deux femmes, mais aussi trois, ça on le verra par la suite. Deux hommes ou deux femmes peuvent sans doute très bien s'occuper d'un enfant, peuvent l'éduquer,
encore que la psychologie a depuis longtemps alerté sur l'importance de l'altérité sexuelle des parents dans la construction psychique de l'enfant. Mais admettons que 2 hommes ou 2 femmes puissent très bien éduquer un enfant. Cela ne change rien à notre affaire, parce que les parents sont certes des éducateurs, sont certes ceux qui aiment l'enfant, qui s'investissent auprès de lui, mais pas seulement et pas surtout. C'est-à-dire que ce qui définit les parents comme tels, ce qui les constitue comme tels, ce n'est ni d'aimer l'enfant, ni de l'avoir désiré, ni de l'éduquer. D'ailleurs, il y a des parents qui n'ont pas désiré les enfants, qui sont de très mauvais éducateurs, et ça reste les parents. Ce qui définit les parents comme tels, c'est d'indiquer à l'enfant son origine, de donner à l'enfant son origine, de lui dire d'où il vient. Cette origine qui lui permet de se situer dans la chaîne des générations et de trouver sa place dans la société. Or, seuls des parents, hommes et femmes, peuvent indiquer à l'enfant une origine, qu'elle soit fondée sur la vérité biologique ou qu'elle soit seulement symbolique. Parce qu'en pratique, un enfant adopté par un homme et une femme n'est pas issu biologiquement de ses parents, mais il peut se représenter comme tel. De la même manière, un enfant issu d'une assistance médicale à la procréation avec donneur n'est pas l'enfant biologique d'au moins un de ses parents, mais il peut lui aussi se représenter comme tel. Et d'ailleurs, pour un enfant biologique, la dimension biologique de la filiation n'est qu'un point de départ qui a vocation à être rapidement dépassé et transcendé par la mise en place de la dimension symbolique de la filiation. Alors, parfois, les psychiatres ont l'habitude de dire que tout enfant a besoin d'être adopté, dans la mesure où justement la filiation biologique est le point de départ qui permet ensuite à la dimension symbolique de la filiation de se mettre en place. Donc le lien biologique est le point de départ qui facilite la mise en place de ce lien symbolique et qui le rend évident dans la plupart des cas. Mais il n'est pas indispensable. Et l'enfant non biologique peut lui aussi se construire dans sa filiation sur la base de cette représentation symbolique qui peut être d'ailleurs non seulement équivalente à la filiation biologique, mais même parfois éventuellement même plus profonde qu'un lien de filiation biologique vécu dans la superficialité ou l'indifférence, ce qui hélas peut aussi être le cas. Bon, mais en revanche, un enfant ne pourra jamais se représenter comme issu de 2 personnes de même sexe. Ce qui fait que l'absence de fondement biologique, qui existe dans d'autres cas, comme en cas d'adoption, ne pourra pas cette fois-ci être compensée lorsque l'enfant sera adopté par 2 personnes de même sexe, par la mise en place du schéma symbolique de la filiation. Parce que ce schéma-là ne pourra pas se mettre en place. Parce que ses parents, entre guillemets, non seulement n'ont pas engendré l'enfant, ça à la limite c'est pas trop grave, mais surtout ils n'auraient pas pu l'engendrer. Alors voilà pourquoi le droit français garantit à l'enfant une filiation crédible et vraisemblable, y compris en cas d'adoption. Un enfant ne peut être adopté par 2 personnes que s'il s'agit d'un homme et d'une femme. Alors, avec l'admission de, entre guillemets, parents de même sexe, eh bien, les parents ne peuvent plus être ceux qui sont à l'origine de l'enfant, qui lui indiquent une origine, fût-elle symbolique. C'est pourquoi, en dépit du terme de parents qui continue à être utilisé par la loi, et justement qui a vocation à remplacer partout dans le Code civil les mots père et mère, eh bien, la réalité qui est visée n'est plus la même. La réalité qui est visée a changé. Les parents ne sont plus ceux qui sont à l'origine de l'enfant, mais les parents sont les éducateurs de l'enfant. C'est les adultes qui sont responsables de lui, finalement. Alors, cette redéfinition n'est pas totalement évidente à première vue, parce qu'elle est introduite dans le droit français par le biais de l'adoption. Et justement, l'adoption est le mécanisme juridique qui consiste à désigner comme parents pour un enfant des personnes qui ne l'ont pas engendré biologiquement. Mais, comme on l'a dit, le problème c'est que le fait que les parents adoptifs ne soient pas les parents biologiques ne pourra plus cette fois-ci être compensé par la mise en place du lien symbolique de la filiation. Et cette mise en place nécessitant un cadre cohérent au regard des exigences de la biologie pour procréer, c'est-à-dire un père et une mère. Donc l'adoption en réalité ne peut pas servir de prétexte pour introduire le concept de parents de même sexe, parce que finalement, donner à un enfant 2 parents de même sexe, à un enfant qui n'a pas de parents par définition s'il a besoin d'être adopté, eh bien ça revient à le priver une seconde fois de parents, parce que ces soi-disant parents qu'on lui donne ne peuvent pas lui indiquer une origine, fût-elle symbolique. Donc on peut éventuellement donner à cet enfant des éducateurs,
désigner qui répond de lui devant la loi, et ce ne sont pas des parents au sens propre du terme. Bon, et en outre, puisque je suis en train de parler d'adoption, il faut aussi noter quelque chose de très grave, c'est que ce projet est tout simplement en train de préparer, d'institutionnaliser un détournement de l'institution d'adoption. Et ça, on est tellement habitué, à force d'entendre parler de ces situations qu'on finit par considérer comme normales, que deux femmes qui éduquent un enfant puissent souhaiter que celle qui n'est pas la mère biologique ait la possibilité d'adopter l'enfant de sa aujourd'hui compagne, peut-être demain conjointe, parce qu'elle n'a avec l'enfant aucun lien de droit. Mais il faut quand même rappeler deux, trois évidences. D'abord, le projet vise l'adoption par des personnes de même sexe. Mais on sait très bien que ça n'arrivera pratiquement jamais. Parce que les enfants adoptables sont très rares et les couples de même sexe auront beaucoup de difficultés à trouver des enfants à adopter et surtout des pays qui leur permettent d'adopter les enfants adoptables. Donc on sait que l'adoption par des personnes de même sexe demeurera assez peu importante. Ce que vise le projet comme situation, c'est le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint de même sexe. Deux femmes éduquent un enfant, l'enfant de l'une, et la conjointe, aujourd'hui compagne, voudrait l'adopter. Un homme a un enfant, et son compagnon, demain peut-être conjoint, voudrait l'adopter. Et il est vrai qu'en pratique, sur le papier, ces enfants sont adoptables, dans la mesure où, dans 99% des cas, ils n'ont qu'un seul parent. Ce qui fait que la deuxième branche de la filiation étant vacante, l'enfant peut effectivement être adopté par un deuxième parent. Mais il ne faut pas oublier que si ces enfants n'ont qu'un seul parent, c'est parce qu'ils ont été délibérément conçus comme tels. Ils ont été volontairement conçus d'une manière qui les prive de leur père ou de leur mère biologique. Concrètement, une femme s'est fait inséminer en Belgique ou en Espagne par un donneur anonyme, et effectivement, elle a un enfant qui est adoptable parce qu'elle l'a privé de père. Un homme s'est fait porter un enfant en Inde, ou je ne sais pas où, par une mère porteuse, qui a renoncé à tous ses droits sur l'enfant, et effectivement, il a un enfant qui est adoptable. Pourquoi? Parce qu'il l'a délibérément privé de sa mère. Donc, permettre l'adoption de cet enfant par le aujourd'hui compagnon, peut-être demain conjoint de son père ou de sa mère, revient à valider le processus qui consiste à fabriquer un enfant adoptable. Et la Cour de cassation l'a déjà dit à propos des mères porteuses, à propos d'un enfant né d'une mère porteuse, que la femme du père voulait adopter, donc un couple français, un homme-femme, un recours à une mère porteuse, la mère porteuse abandonne l'enfant, le père reconnaît l'enfant, et la femme du père veut reconnaître cet enfant. La Cour de cassation avait déjà en son temps refusé cette adoption, alors que sur le papier, l'enfant était adoptable, pour détournement d'institution, parce que l'adoption est là pour donner une famille à un enfant qui est privé de sa famille, et non pas pour fabriquer un enfant pour une famille qui n'en a pas. Or, ce que prévoit le projet de loi, c'est tout simplement de valider le processus de fabrication d'un enfant adoptable. Bon, et qui plus est, en violation de la loi française, parce que la loi française interdit l'insémination artificielle pour une femme seule et interdit également le recours aux mères porteuses. Et à la limite, ça c'est presque secondaire par rapport à l'injustice qui est faite à l'enfant, que l'on prive délibérément d'un de ses parents. Parce que la vie suscite beaucoup de difficultés, et Dieu merci, les enfants qui subissent les difficultés que la vie occasionne peuvent très bien s'en sortir et être très heureux et très bien réussir leur vie. Mais ce n'est pas parce que la vie prive des enfants d'un de leurs parents biologiques, ou même parfois des deux, que cela justifie de le faire volontairement et délibérément. Alors évidemment, la loi ne peut pas empêcher les gens de faire cela. Mais en tout cas, elle n'a pas à encourager ce phénomène et à valider ces bricolages procréatifs en les validant par des artifices juridiques. L'artifice qui consiste à attribuer, en l'occurrence, un deuxième parent de même sexe que le premier. Bon, d'autant plus que cet artifice juridique, en réalité, ne concerne pas seulement les enfants concernés. Bon, ça suffirait largement à renoncer au projet de loi, mais en plus, cela concerne toute la société, en raison des difficultés inextricables en matière de filiation que cela va occasionner. Donc, deuxième point, je vous propose, si vous voulez, de passer en revue quelques-unes des conséquences
sur la notion de filiation que ce projet va entraîner. Et je parle du projet en l'état. Il n'est même pas nécessaire qu'il soit complété au Parlement par une loi sur l'assistance médicale à la procréation, ou qu'il soit ensuite complété par la jurisprudence de telle ou telle manière. En l'état, le seul fait de permettre l'adoption plénière d'un enfant par deux personnes de même sexe exige d'intégrer le concept de parents de même sexe. Et c'est ça qui fait évoluer la notion. Si ensuite on ajoute l'assistance médicale à la procréation, bon, ça démultipliera le phénomène et ça ne changera rien de plus. Le plus est déjà dans le projet de loi actuel. Alors, première difficulté à venir. D'abord, que va devenir la présomption de paternité? Je vous rappelle ce qu'est la présomption de paternité. Le Code civil présume que l'enfant né ou conçu pendant le mariage a pour père le mari. En effet, les époux s'engagent à une obligation de fidélité, et de cette obligation de fidélité, on présume que les enfants mis au monde par l'épouse sont ceux du mari. Mais comme il est possible que ce ne soit pas le cas, eh bien, il est possible que cette présomption soit renversée en fournissant la preuve que le mari n'est pas le père. Alors, comment présumer que le conjoint de même sexe est parent de l'enfant? Parce que ça, pour le coup, ça n'est pas présent dans le projet de loi à la présomption de paternité. D'ailleurs, entre nous, si un de mes étudiants de première année avait rédigé un projet de loi comme ça, il n'aurait pas eu une bonne note. Première chose qu'on mettait dans la ligne en rouge, c'était « et la présomption de paternité ?» pour l'interrogation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie de la présomption de paternité. Peut-être qu'aujourd'hui, le projet de loi ne prévoit que l'adoption, mais je ne donne pas 5 minutes après l'entrée en vigueur de la loi à un couple de femmes pour saisir un tribunal, pour se plaindre du fait que la conjointe doit adopter l'enfant de sa conjointe, alors que si elle était un homme, elle serait désignée par la loi comme second parent, ou à défaut, elle pourrait reconnaître. Pourquoi est-ce que moi qui suis une femme, je dois adopter l'enfant de ma femme, alors que si j'étais un homme, je n'aurais pas besoin de cette procédure? Ça ne tiendra pas 5 minutes. Donc, il va bien falloir se prononcer sur la présomption de paternité. Et si le Parlement refuse de le faire, ce qui serait une démission grave, eh bien ce sont les juges qui seront conduits à le faire. Mais de toute façon, quelqu'un le fera. Bon. Donc, comment présumer que le conjoint de même sexe est le second parent de l'enfant? Il n'y a pas de présomption de deuxième maternité biologique, ça n'aurait pas de sens. Donc la seule chose que l'on peut présumer, c'est que le conjoint de même sexe était partie prenante au projet parental. D'ailleurs, c'est ce que réclament les associations des parents gays et lesbiens au cours des auditions qui sont actuellement menées par la commission des lois à l'Assemblée. Mais alors, comment combattre cette présomption? Donc, deux femmes sont mariées, l'une a un enfant, l'autre est présumée second parent parce que présumée partie prenante au projet parental. Eh bien, elle pourra se désengager, c'est-à-dire renverser la présomption en prouvant qu'en réalité, elle n'était pas partie prenante au projet parental et que son épouse a mené ce projet d'enfant sans concertation avec elle. Mais alors, la conséquence est la suivante, c'est qu'il faudra aussi, sous peine de discrimination à l'égard des maris, des époux, des conjoints, pardon, il ne faut plus parler de maris et d'époux, maintenant c'est simplement des conjoints, sous peine de discrimination à l'égard des conjoints hommes, il faudra aussi permettre au mari de se désengager de sa paternité que la loi présume, dès lors qu'il n'était pas partie prenante au projet parental. Pourquoi est-ce que la conjointe ne serait second parent que si elle était investie dans le projet parental, et pourquoi le conjoint T se verrait imposer une paternité qu'il n'a pas désirée? Ça ne tiendra pas non plus. Ce qui fait que, eh bien, finalement, tous les conjoints pourront se débarrasser de la parenté que la loi leur présume à leur égard, dès lors qu'ils n'étaient pas investis dans le projet parental. Donc on voit tout de suite que la parenté sociale qu'on est en train de nous préparer, elle a pour corollaire l'enfant social. Parce que c'est super de fonder la parenté sur l'engagement auprès de l'enfant, sur le désir de l'enfant. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent tous ceux qui n'ont pas été désirés et auprès desquels personne ne s'est engagé? Eh bien, ils n'ont plus de parents. Voilà, ça c'est le résultat. La parenté sociale engendre l'enfant social. S'il est désiré, tant mieux pour lui. S'il n'est pas désiré, tant pis. Bon, alors pourrait-on envisager de carrément désigner et non plus présumer le conjoint comme second parent? Mais ça ne marche pas non plus. Parce que dans ces cas-là, il va falloir désigner comme second parent d'un enfant tous les conjoints qui soient de même sexe ou pas de même sexe.
et on va se retrouver avec des situations abracadabrantes. Voilà le mari homme qui n'est pas du tout l'enfant de sa femme, le père de l'enfant de sa femme, et qui se voit imposer une paternité par la loi dont il ne peut pas se dégager, y compris s'il était en prison à l'époque où l'enfant était conçu. Voilà. Donc ce n'est pas possible non plus de désigner le conjoint comme second parent. Bon, puis de toute façon, les problèmes ne font que commencer. Parce que comment est-ce que cette présomption ou désignation, peu importe, du conjoint de même sexe comme second parent pourrait-elle tenir compte du deuxième parent biologique? Par exemple, lorsque la mère est mariée avec une femme, si cette femme est présumée ou désignée comme seconde mère, que devient le père biologique? Si l'enfant est né d'un donneur anonyme, la question ne se pose pas en pratique, du moins tant que le donneur ni l'enfant ne réclament rien. Attendez, c'est pas fini. Enfin, disons que dans un premier temps, la question ne se pose pas, mais ça ne fait absolument pas disparaître le problème en soi. Donc, si l'enfant est né d'un père identifié, comment régler le conflit de parenté entre la conjointe de la mère et le père biologique? À qui on donne la priorité? Bon, alors une autre solution, pour simplifier, serait de supprimer la présomption de paternité pour tout le monde, conjoint de même sexe comme de sexe différent. Donc le second parent devrait reconnaître ou adopter l'enfant de son conjoint, de son partenaire, de son concubin, peu importe, il n'y aurait plus de différence. Et s'il ne le fait pas, il faudrait, comme en droit actuel, intenter une action en recherche de parenté à son égard. Aujourd'hui, on parle d'action en recherche de paternité. Bon, mais si on exerce cette action en recherche de parenté, qu'est-ce qu'il va falloir prouver pour que l'action aboutisse? Il n'est plus question de recourir à la preuve biologique, qui n'a plus de sens dans la perspective d'une parenté déconnectée de la référence à la biologie. Et le recours à la preuve biologique va devenir discriminatoire en droit de la filiation. On ne pourra même plus l'utiliser, il n'a plus de sens. Pour départager entre la conjointe de la mère et le père biologique, on voit bien que la preuve biologique n'a pas de signification. Donc, à moins, évidemment, de reconnaître la supériorité de la filiation biologique sur la filiation sociale, mais dans ce cas, ça suppose de renoncer carrément au projet de loi. Donc, pour imposer la parenté à un parent prétendu, il va falloir prouver concrètement qu'il était engagé en projet parental. Et voilà, à nouveau, présomption de paternité ou pas, les enfants qui se retrouveront sans parents parce qu'en réalité, ils ne faisaient pas l'objet d'un projet parental. Et on ne pourra imposer à quiconque la parenté s'il n'apporte pas la preuve de son investissement dans ce projet parental. Bon, et l'engagement d'un projet parental ne sera pas plus utile en cas de conflit positif, cette fois-ci de parenté, parce que là j'ai évoqué le cas de ce qu'on appelle un conflit négatif, c'est-à-dire que personne ne veut de l'enfant. Donc quand aucun homme ne veut d'un enfant, on cherche le père biologique. Bon là, aucun homme ne voudra d'un enfant ou aucune femme, parce que personne n'avait de projet parental avec la mère. Ah bah dommage, il n'y a pas de deuxième parent. Même si on connaît le père biologique, peu importe. Bon, mais même dans les cas de conflit positif de parenté, le critère de l'engagement dans le projet parental ne sera d'aucun secours. Parce que comment est-ce qu'on départagera plusieurs candidats à la parenté sociale dès lors qu'ils étaient tous investis dans le projet parental? Par exemple, comment départager entre la conjointe de la mère ou son amante, ou son amant d'ailleurs, peu importe à la limite, quel genre de preuve devait être rapporté? Parce que peut-être que les trois femmes étaient investies dans le même projet d'enfant. Et c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, dans les faits, il y a de nombreux enfants qui sont élevés par 3 ou 4 adultes, dans le cadre des décompositions et récompositions de famille. Donc dans la plupart des cas, les adultes qui élèvent l'enfant avec un de ses parents ne se considèrent pas eux-mêmes comme un parent, ne cherchent pas à prendre la place des parents. Mais dans certains cas, les différents adultes qui interviennent auprès de l'enfant se considèrent mutuellement et personnellement comme parents à égalité et à part entière de leurs enfants. L'exemple le plus typique, c'est le cas où un couple de femmes s'est arrangé avec un couple d'hommes pour avoir des enfants croisés. Et bien ces 4 personnes, en général, en tout cas dans tous les cas qui finissent par arriver devant les tribunaux en cas de litige, finalement sur l'autorité parentale, ces 2 hommes et ces 2 femmes se considèrent personnellement et considèrent les autres comme parents à égalité de leurs enfants croisés. En général, le cas classique, c'est qu'il y a 2 enfants qui sont, chacun est l'enfant biologique d'un des hommes et l'enfant biologique d'une des femmes. Et tout ce monde-là se considère comme parents à égalité. Donc les 4 sont investis dans le projet parental, il n'y a qu'un seul projet parental. Alors comment le juge va départager la revendication de ces 4 personnes sur un même enfant? Donc aujourd'hui, c'est le critère biologique.
Chaque enfant est juridiquement relié à son père et à sa mère, même si, dans les faits, il est élevé par les deux hommes et les deux femmes. Mais dès lors que la référence à la biologie est abandonnée pour intégrer le concept de parents de même sexe, donc la parenté sociale, il va bien falloir départager les candidats à la parenté sociale. Et on ne pourra pas le faire, en tout cas uniquement sur des critères arbitraires. Donc le juge va devoir déterminer quel est le meilleur candidat à la parenté. Pour voir l'absurdité de la situation, il faut juste imaginer, même dans le cas de la filiation classique, si le juge était compétent pour trancher les conflits de paternité en disant lequel des deux hommes, à son avis, est le meilleur candidat pour la paternité. C'est-à-dire que c'est le monde de l'arbitraire et du subjectif. Alors c'est vrai qu'en cas de conflit, le critère biologique n'assure pas, dans tous les cas, que le père biologique soit le meilleur père. Enfin, au moins, c'est un critère objectif. Bon, alors, on voit que si deux personnes de même sexe sont reconnues ensemble comme parents d'un même enfant, encore une fois, quel que soit le moyen, par adoption, par présomption, par reconnaissance, par action en justice, peu importe, si deux personnes de même sexe sont reconnues ensemble comme parents d'un enfant, le mot parent change de sens. Les parents ne sont plus l'homme et la femme à l'origine de l'enfant, la filiation n'est plus définie en relation avec l'engendrement de l'enfant, qu'il soit réel ou qu'il soit symbolique, comme un cas d'adoption, et la filiation se retrouve réduite à une relation d'éducation. Tout adulte investi dans le projet éducatif étant recevable à réclamer la reconnaissance de sa qualité de parent, sans qu'on dispose de critères objectifs pour désigner les parents. À moins que, pour éviter de trancher, pour éviter de départager les différents candidats à la parenté, on allonge le nombre des parents. Et autre point que je voudrais traiter maintenant, c'est que l'homoparenté, entre guillemets, si tant est que ça puisse signifier quelque chose, que nous prépare le projet de loi, conduit nécessairement à la multiparenté. Donc ça n'est pas écrit tel quel dans le projet de loi, et Madame Taubira s'en défend. Quand on parle des parents 3 ou 4, et nous renvoie dédaigneusement à nos études, en disant « mais regardez donc le texte !» Il ne prévoit que l'adoption par 2 époux. Alors d'où vous sortez vos 3 parents? Eh bien, d'où est-ce que nous les sortons? C'est parce que c'est la biologie, la référence à la biologie, qui limite le nombre des parents à 2. Un homme, une femme. Mais si la biologie est laissée de côté, dans la définition de la filiation et des parents, il n'y a plus aucune raison de limiter le nombre des parents à 2. D'ailleurs, c'est pourquoi au Canada, certains enfants ont déjà 3 parents légaux. Concrètement, la mère, la conjointe de la mère et le père biologique. Et on pourrait tout de suite ajouter le conjoint ou la conjointe du père biologique. On ne voit pas pourquoi il aurait moins de droits que la conjointe de la mère. Bon, comme on l'a dit il y a un instant, de nombreux enfants ont 3 ou 4 parents sociaux, que ce soit en alternance ou que ce soit sous le même toit. Et si la parenté sociale est admise, eh bien, comment départager ces différents adultes qui sont investis dans l'éducation de l'enfant et qui réclament la qualité de parent? Alors, est-ce que la parenté sociale va être le prix de la course? Premier arrivé, premier parent, hein, outre le fait que ce serait totalement arbitraire, de toute façon, ça ne résoudra pas le cas où les 4 personnes vont reconnaître l'enfant en même temps, par exemple. Donc, à défaut de pouvoir départager les candidats à la parenté, le juge devra-t-il allonger la liste des parents? C'est ce qu'a fait la Cour d'appel de l'Ontario au Canada, dans une affaire où 2 femmes avaient décidé d'avoir un enfant avec l'assistance d'un ami homme, mais elles concevaient que quand même le père devait rester présent dans la vie de l'enfant, même s'il était convenu à l'origine que l'enfant serait élevé par les 2 femmes. Et puis, le temps passant, la 2e femme a demandé à être reconnue en justice comme mère de l'enfant, ce qui lui a été accordé par la Cour d'appel de l'Ontario. Concrètement, la Cour a déclaré cette femme comme une mère de l'enfant. Vous voyez déjà que quand on passe de la mère de l'enfant à une mère de l'enfant, c'est une mère parmi d'autres. Et là, cet enfant a 3 parents, mais en toute logique, il pourrait très bien en avoir plus. Et reconnaître 3 parents à un même enfant, ça n'est pas une dérive ou un excès à redouter et qu'on pourrait éviter dès lors qu'on est prévenu. Pas du tout. C'est la conséquence normale et logique de l'admission des parents de même sexe. Et d'ailleurs, le cas du Canada n'est pas du tout un cas isolé, parce que les associations de parents gays et lesbiens, dont j'ai parlé tout à l'heure,
réclame déjà au Parlement et au gouvernement la reconnaissance de la multiparenté. En Californie, le Parlement de l'État californien a voté une loi qui prévoyait la possibilité de reconnaître légalement comme parents les différents adultes qui se considèrent comme tels et s'investissent auprès de l'enfant, qui correspondent aux critères légaux, c'est-à-dire s'investissent auprès de l'enfant. Il se trouve que cette loi a été bloquée par un veto du gouverneur en septembre 2012, mais enfin elle a quand même été votée par un Parlement. Donc on voit qu'on n'est pas dans l'imaginaire de quelques juristes catastrophistes. Ça c'est la conséquence tout à fait normale et logique. Et d'ailleurs les Pays-Bas sont en train de faire la même chose, il y a un débat en ce moment, après avoir accepté l'idée des parents de même sexe. Maintenant c'est le parti écologiste qui réclame du gouvernement la possibilité de reconnaître officiellement 3 personnes ou plus comme parents d'un même enfant pour tenir compte de la réalité sociale de la multiparenté. Bon, alors, avec tout cela, eh bien, cette perte de sens de la relation de filiation et les conflits de parenté négatifs ou positifs inextricables qu'elle entraînera ne concerne pas seulement les adultes de même sexe et les enfants qu'ils pourraient adopter directement. Ce sont bien toutes les familles, tous les enfants, tous les parents, la société entière, qui sont concernés. Pourquoi ? Parce que admettre des parents de même sexe exige, et c'est d'ailleurs ce que prévoit le projet, de réécrire le code civil pour faire disparaître les mots père et mère, inadaptés pour désigner des parents de même sexe, comme les mots mari et femme, inappropriés pour désigner des conjoints de même sexe. Donc tous les enfants français sont concernés, parce que les actes de naissance ne pourront plus indiquer les pères et mères d'un enfant, mais seulement les rattacher à des adultes qu'on appelle parents, mais qui ne peuvent plus lui indiquer son origine, parce que les cases prévues sur les actes de naissance devront être accueillantes pour les parents de même sexe. Or, les parents de même sexe ne rentrent pas dans les cases père et mère. Donc Madame Taubira a beau nous affirmer qu'on ne changera pas les actes de naissance et qu'il n'y aura pas écrit parent 1, parent 2, c'est faux. D'ailleurs, quand on lui demande « Mais alors, qu'est-ce qu'il y aura écrit sur l'acte de naissance ?» elle répond « Vous verrez ». Donc nous verrons, mais nous savons déjà en fait ce qu'on va voir. Parce que, à partir du moment où le projet permet l'adoption plénière par des personnes de même sexe, on est obligé de changer les actes de naissance. Parce que l'adoption plénière, le jugement d'adoption plénière tient lieu d'acte de naissance pour l'enfant. Ce qui fait que ce qu'il y a sur le jugement d'adoption plénière, c'est ce qu'il y a sur les actes de naissance. Donc concrètement, un jugement d'adoption plénière ne pourra pas désigner des pères et mères à l'enfant quand il sera adopté par 2 hommes ou 2 femmes. Ce qui veut dire que nécessairement, les mentions père et mère devront disparaître des actes de naissance. Alors par quoi seront-elles remplacées ? Parent 1, parent 2. Madame Taubira dit non, certainement pas. Alors ce sera quoi ? Parent A, parent B peut-être ? Bon, je ne sais pas. En Espagne, après avoir admis l'adoption par les personnes de même sexe, eh bien, les actes de naissance ont été réécrits et les mentions père et mère ont disparu et maintenant ils prévoient progénitor A, progénitor B. C'est quand même assez paradoxal parce que progénitor, à moins que ce soit un faux ami en espagnol, je ne sais pas, fait encore plus allusion à la procréation biologique même que les termes de père et mère. Bon. Donc, à moins d'admettre des actes de naissance différents selon que l'enfant a des parents de même sexe ou de sexe différents, ce qui est complètement inconcevable parce que c'est la ruine de l'état civil, ce qui supposerait d'admettre que la filiation à l'égard des personnes de même sexe n'est pas équivalente à celle à l'égard des personnes de sexe différent, ce qui ne sera jamais admis par les promoteurs du projet, et puis de toute façon ce qui serait impraticable en pratique, parce que l'officier d'état civil, lorsqu'il reçoit une déclaration de naissance, ne sait pas forcément qui sera le second parent. Donc il ne sait pas au moment où on déclare la naissance s'il doit prévoir un acte de naissance pour parents de même sexe ou parents de sexe différent. Donc de toute façon, pour de multiples raisons, on ne peut pas imaginer un état civil à la carte. Tout le monde doit avoir les mêmes actes de naissance ou alors les actes de naissance ne signifient plus rien. Donc tout le monde changera d'acte de naissance. Alors pas vous et moi, parce que ça ne sera pas rétroactif. Déjà ça coûterait beaucoup trop cher de refaire des actes de naissance et ça n'aurait aucune utilité. Donc ce ne sera pas rétroactif, mais en revanche, tous les enfants à venir auront bel et bien des actes de naissance qui mentionneront je ne sais pas exactement quoi, mais en tout cas, ni père ni mère. Bon, par ailleurs, la multiparenté, c'est pour tout le monde aussi, parce que tous les parents, fussent-ils hommes et femmes, devront s'attendre
en cas de décomposition suivie de recomposition de famille, à ce que le nouveau conjoint ou concubin, bon, dans l'état du projet, il ne s'agit que du conjoint, mais enfin, disons que le nouveau conjoint de leur ex ne réclame à être reconnu lui aussi comme parent, à la hauteur de son investissement affectif et éducatif auprès de l'enfant. C'est-à-dire que la multiparenté, bien que s'en défende le gouvernement, c'est une conséquence logique et normale de ce projet de loi, donc elle viendra forcément. Elle viendra forcément, et dès lors qu'elle viendra, ce sera pour tout le monde. Hein, donc, il faudra prévoir des actes de naissance accueillants pour les parents 3 et 4, et encore une fois, pour tous les enfants. Parce qu'au moment où un enfant sera déclaré, l'officier d'état civil ne peut pas savoir si dans 6 ans, sa mère ne va pas divorcer, se remarier avec une femme ou un homme, peu importe, qui lui-même va vouloir être reconnu comme 3e parent. Voilà. Donc de toute façon, tout le monde aura des actes de naissance à entrée multiple. Bon, comme le temps passe, je vais peut-être... Combien 15 minutes. Ah bon, d'accord. Alors, ça tombe bien. Enfin, je vais conclure sur la filiation. Et après ça, je voudrais dire 2 mots du mariage. Parce que aujourd'hui, l'actualité nous oblige à être contre le projet de loi. On est obligé, dans l'urgence, de défendre le mariage contre cette attaque-là dont il est l'objet. Mais en réalité, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que si nous sommes obligés de défendre le mariage contre le projet de loi actuel, c'est parce que la société et nous également, on a perdu la perception de la signification profonde du mariage. Et si aujourd'hui des personnes de même sexe réclament de se marier, c'est parce que la signification profonde et sociale du mariage est complètement perdue de vue. Donc, puisque j'ai 10 minutes ensuite, j'aimerais bien dire quelques mots sur le mariage. Donc en conclusion sur la filiation, pour satisfaire les revendications de quelques-uns, le projet envisage de faire subir à tous la perte de sens de la relation sociale fondatrice, la filiation. Il ne s'agit pas de refuser ce projet de loi, ce n'est pas un déni de la réalité. Oui, il y a des enfants qui sont élevés par des personnes de même sexe. Et alors? Oui, ces personnes de même sexe les aiment beaucoup. Et alors? C'est-à-dire que tous les liens d'affection, quand bien même ils seraient très réels, n'ont pas à recevoir une reconnaissance juridique, et en tout cas certainement pas à être reconnus juridiquement comme ceux qui ne sont pas. Par exemple, il y a un lien affectif qui est très important et qui n'est pas reconnu par le droit, c'est l'amitié. On peut même, dans certains cas, avoir des amitiés qui sont bien plus importantes que les liens du sang. Combien de fois est-ce qu'on peut dire à propos d'un ami, il est pour moi comme un frère, ou bien plus qu'un frère, il a été pour moi plus qu'une mère, bon. Et pourtant, ce lien d'amitié ne fait pas l'objet d'une reconnaissance juridique. Alors on pourrait crier au déni de la réalité, c'est scandaleux, si je veux léguer mes biens à mon ami plutôt qu'à mon frère ou à ma sœur, etc. Donc exiger la reconnaissance juridique, et pour rentrer dans les cases de ce qui existe, eh bien, on pourrait penser à exiger que les amis puissent être déclarés comme frères et sœurs. Alors évidemment, le Code civil peut le faire. On peut dire que les frères et sœurs sont 1. Ceux qui ont des parents communs, 2. Ceux qui sont unis par un lien d'amitié très fort. Mais on voit bien que appeler frères et sœurs des amis, eh bien, ça prive le mot fratrie de toute signification, ça ne veut plus rien dire. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les parents. C'est-à-dire que le fait que la compagne d'une mère aime beaucoup l'enfant de sa compagne, ça n'exige pas du tout de la reconnaître comme mère. Ce serait une incohérence. Et ne pas la reconnaître comme mère ne veut pas dire que on ignore ou qu'on méprise le lien qui l'unit à l'enfant. Et d'ailleurs, les enfants élevés par des personnes de même sexe ne sont absolument pas dans une situation de vide juridique, contrairement à ce qui est prétendu partout. Je voudrais revenir sur ce point s'il y a des questions, mais je ne vais pas m'attarder maintenant. Il y a des solutions pour accompagner ces situations, mais la loi n'a pas à les encourager, parce que rappelons quand même que si ces enfants existent, c'est parce qu'ils ont été conçus d'une façon qui les prive délibérément de leur père ou de leur mère. Donc, la situation est là, on la gère, mais la loi n'a pas non plus à l'encourager. Bon alors, fonder la filiation sur l'investissement de l'adulte auprès d'un enfant laissera pour compte certains enfants, privés de filiation car non désirés, ou au contraire, suscitera autour de certains autres surdésirés des conflits de parenté inextricables. Donc, on voit que les bonnes intentions qui ont sans doute présidé à ce projet ne peuvent pas écarter les difficultés objectives et graves qu'il infligerait à la société. Et donc c'est pourquoi
si l'émotion, la sensibilité peut dans un premier temps être pourquoi pas favorable après tout à un projet qui se présente comme généreux, hein, la raison doit imposer d'y renoncer parce que les difficultés à venir sont sans proportion avec l'objectif généreusement annoncé. C'est-à-dire que la loi ne peut infliger aux enfants de devenir les enfants sociaux hein, pour satisfaire les désirs dont ils sont l'objet. Et le droit français, à mon avis, doit continuer à garantir aux enfants une filiation cohérente et crédible, seule capable de leur indiquer d'où ils viennent et qui ils sont. Alors avec ça, j'ai terminé sur la filiation, mais si je peux, s'il n'y a pas besoin de faire une pause là, sinon je peux... Bon. Alors, en quelques mots, nous avons l'occasion de... ce projet de loi nous oblige concrètement à revenir sur le mariage. Et ça, c'est un luxe dont on ne peut pas se passer. Hein. Très franchement, la société s'en est passée pendant beaucoup trop longtemps, et voilà le résultat. Alors, on constate dans les réformes récentes que le législateur s'évertue à retirer toute spécificité au mariage, en supprimant ses avantages, ou alors en les étendant, ce qui revient au même, au pax, ou parfois même au concubinage. La sollicitude de la loi s'étend à toutes les formes de vie, composées et recomposées, sauf au mariage. Le mariage est considéré comme ringard, dépassé, fini, et comme par hasard, les personnes de même sexe revendiquent de se marier. Donc, de façon paradoxale, ça manifeste bien que le mariage n'est pas finalement si dépassé que cela. Et cette revendication un petit peu irrationnelle et paradoxale nous oblige à revenir justement sur la signification profonde du mariage. Pourquoi est-ce que la société peine à investir dans le mariage? Et pourquoi est-ce que les personnes de même sexe, certaines personnes de même sexe revendiquent de pouvoir se marier? C'est parce que on pense aujourd'hui que le mariage n'est plus qu'une forme de vie de couple parmi les autres, qu'un cadre familial équivalent à d'autres. Or ça justement c'est faux. Et c'est sur ça qu'il faut revenir. D'abord, premier point, le mariage c'est un engagement social. C'est très important. C'est-à-dire que le mariage ne concerne pas que les conjoints. Évidemment, quand on se marie, on prend un engagement vis-à-vis de son conjoint. Mais pas seulement. L'engagement est pris par les conjoints l'un envers l'autre, mais aussi devant la société et selon les règles fixées par elle. Et concrètement, les époux acceptent que leur relation ne soit régie par leur seule volonté, par leur seul contrat, mais par les règles de l'institution. Donc quand on se marie, on accepte le statut légal du mariage. Concrètement, les devoirs entre époux, mais pas simplement les effets entre époux, également il y a les effets à l'égard des enfants, la présomption de paternité, entre les familles, la vocation successorale, enfin tout un ensemble. Au contraire, le PACS n'importe que des effets réduits, qui peuvent être largement aménagés par un accord de volonté, et le concubinage, lui, ne produit aucun effet. Surtout, ce qui caractérise le mariage, c'est l'engagement. Parce que le mariage existe non seulement tant que les époux sont d'accord, mais jusqu'à ce qu'un divorce soit prononcé par un juge. C'est-à-dire que la société contrôle la rupture de l'engagement qui a été pris devant elle. Et la rupture du mariage doit passer par la procédure judiciaire de divorce, et elle ne peut pas résulter de la décision des époux, ni d'une décision unilatérale, ni même de leur accord. Il faut passer par la procédure judiciaire, et l'intervention du juge assurant au passage la protection des plus faibles, un des conjoints, le plus souvent la femme, mais surtout dans tous les cas les enfants. Donc, la liquidation du régime matrimonial assure qu'aucun des époux ne soit lésé financièrement, alors que la rupture du concubinage peut mettre quelqu'un sur le trottoir. Hein. Et la prestation compensatoire permet un petit peu de compenser les disparités de niveau de vie, même si le divorce, de toute façon, introduit toujours un phénomène de pauvreté dans la relation familiale. Bon, au contraire, le PACS, c'est une convention privée qui n'emporte pas d'engagement social, et les partenaires peuvent rompre leur PACS du jour au lendemain comme ils l'entendent, de façon unilatérale. La seule obligation, c'est de prévenir l'autre quand on rompt le PACS. Idem pour le concubinage, il n'y a pas d'engagement, on peut le rompre du jour au lendemain. Donc avec le mariage, quelle est la différence? C'est que la relation entre les conjoints cesse d'être une relation privée pour devenir un statut social auquel la société accorde des conséquences, et elle se réserve le droit en échange d'intervenir dans la structure familiale ainsi constituée, en lui imposant son régime, les devoirs entre époux, les effets, et en contrôlant sa dissolution par le biais de la procédure de divorce.
Donc, si le mariage, c'est en raison de sa dimension institutionnelle que le mariage offre un cadre sécurisant et protecteur aux conjoints et aux enfants, non pas parce que les époux seraient meilleurs que les gens pas mariés, mais parce que le cadre n'est plus régi par les seules volontés, n'est plus soumis aux aléas des volontés individuelles, mais il est dans le cadre protecteur de la loi. Alors encore faut-il préciser pourquoi la loi, c'est-à-dire la société, donne cette dimension sociale au mariage. Pourquoi est-ce qu'elle ne laisse pas la relation des époux dans le cadre privé, dans le cadre du contrat? Si la loi institutionnalise cette relation, ce n'est pas pour officialiser le couple, mais pour instituer la famille. Ça, c'est le deuxième point, vraiment très important. Et avec ce deuxième point, j'aurai terminé. Très bien. Donc, le premier point, c'est la dimension sociale du mariage. Ça, c'est très important parce qu'on peut constater que des familles sont créées en dehors du mariage. Tout à fait. Il y a des couples non mariés qui sont très stables. C'est vrai aussi. Mais le couple marié fut-il très stable et chaque matin suspendu à la volonté des époux. Si aujourd'hui je veux partir, je pars. Alors que le couple marié, chaque matin, est suspendu à la loi. Et avant d'être dissous, il faudra qu'il y ait une procédure juridictionnelle qui passe par là. Voyez, donc c'est ça la différence. C'est que la loi donne, les relations familiales sont protégées par la loi et soustraites aux aléas et aux caprices, parfois, des volontés individuelles. Alors pourquoi ce cadre protecteur pour le mariage? Parce qu'on aurait très bien pu laisser la relation des conjoints dans le cadre de la vie privée et du contrat privé. Pourquoi en faire une institution? Si la loi institue le mariage, c'est en vue de la famille et non pas comme reconnaissance sociale du couple. Et ça, c'est vraiment fondamental. Pourquoi? Tout simplement parce que la loi n'a pas besoin de couple, la société n'a pas besoin de couple. Elle a besoin d'enfants. Et d'enfants qui bénéficient de la structure la meilleure possible pour devenir les adultes de demain, c'est-à-dire d'un cadre sécurisant, objectif et protecteur. D'où le mariage. Donc, approfondissons un petit peu cela. Le mariage n'a pas pour but de reconnaître un lien affectif. Et d'ailleurs, le lien affectif n'est pas une condition du mariage, même s'il est souhaité, et dans la plupart des cas, les gens se marient quand même parce qu'ils s'aiment. Donc, pour pouvoir se marier, il ne suffit pas de s'aimer, il faut remplir les conditions pour fonder une famille, c'est-à-dire être un homme et une femme, parce que la dimension familiale du mariage inclut la procréation. Alors, c'est vrai que la procréation n'est pas obligatoire dans le mariage. Je participais à une conférence, à un débat au tribunal de grande instance de Lyon il n'y a pas longtemps, et justement, j'entendais encore cet argument. La preuve que le mariage n'a pas de dimension familiale, c'est que la procréation n'est pas obligatoire. Sinon, il faudrait interdire le mariage à toutes les personnes ayant dépassé l'âge de la procréation, etc., etc. Oui, parce que justement, la loi est une norme générale qui ne tient pas compte des cas particuliers. Et lorsqu'un couple homme-femme ne procrée pas, c'est pour des raisons qui lui sont particulières. Soit parce qu'ils souffrent d'infertilité pathologique, soit parce qu'ils sont trop âgés, soit parce qu'ils ne veulent pas d'enfants. Et c'est pas grave, ces cas particuliers rentrent dans la dimension objective et institutionnelle du mariage. On ne peut pas légiférer pour les cas particuliers. Donc la dimension familiale du mariage peut tout à fait supporter que certains couples n'aient pas d'enfants. Cela ne prive absolument pas le mariage de cette perspective. En revanche, si les couples de personnes de même sexe ne procréent pas, c'est pas pour des raisons qui leur sont particulières et personnelles, c'est pour des raisons objectives que l'union de personnes de même sexe ne permet pas la procréation. Alors, la relation entre deux personnes de même sexe est un rapport de deux personnes qui n'a pas vocation, il peut y avoir un lien de droit, hein, d'ailleurs par exemple on peut passer un contrat, comme par exemple un PACS, mais elle n'a pas vocation à aller au-delà pour fonder une famille, non pas parce que ces personnes n'auraient pas individuellement les qualités pour cela, mais parce que ensemble, elles ne peuvent pas procréer. Donc la condition d'altérité sexuelle des époux posée par la loi n'est pas un choix ou une habitude en faveur de l'hétérosexualité. Elle découle de la signification profonde du mariage, qui n'a pas pour rôle d'officialiser la vie de couple, mais d'instituer la famille. Alors si aujourd'hui les personnes de même sexe réclament de pouvoir se marier, c'est précisément parce que le mariage est envisagé comme la reconnaissance sociale du couple, la célébration sociale de l'amour. Voilà. Et si le mariage était cela, alors oui, ils auraient raison de réclamer le mariage. Et comme toutes les personnes qui s'aiment, il n'y a pas simplement des personnes de sexe différent ou de même sexe qui peuvent s'aimer à deux. On sait très bien qu'il peut y avoir des formes d'amour largement plus variées que cela. Et si le mariage est la reconnaissance sociale de l'amour, il faut permettre à n'importe qui prétend s'aimer, et s'aime d'ailleurs peut-être réellement, de pouvoir se marier.
Donc on voit bien que ça n'est pas la reconnaissance sociale de l'amour. D'ailleurs, si le mariage était cela, la reconnaissance sociale de l'affection, de l'amour vécu par deux personnes, alors pourquoi est-ce que la même relation vécue par 3 ou 4 personnes serait ignorée socialement? Voilà, il faudrait admettre toutes sortes de mariages. Et même si on s'en tient simplement à 2 personnes, il faut bien insister sur le fait que le couple, en soi, relève de la vie privée des intéressés. Et le couple n'a pas à être favorisé par rapport à d'autres formes de vie. Des formes de vie à 3, d'accord, mais surtout, par exemple, le célibat. Il en résulte une inégalité à l'égard des célibataires qui n'est pas justifiée. Pourquoi est-ce que le célibataire qui fait seul face à de nombreuses dépenses de la vie courante devrait être lourdement imposé, alors que le simple fait de vivre à 2 et de conclure un PACS donne droit à toute une série d'avantages, alors qu'en général, les intéressés disposent de 2 salaires pour faire face exactement aux mêmes dépenses. Dire que les célibataires sont désavantagés par rapport aux personnes qui vivent en couple, et ça n'est pas justifié. Le couple, en soi, ne rend aucun service social. Le couple n'a pas à être favorisé par la loi. Ce qui rend le service social, ce n'est pas le couple, c'est le couple engagé en vue de fonder une famille, c'est-à-dire marié. Alors oui, il y a des familles qui sont fondées en dehors du cadre de mariage, mais ce sont des personnes qui décident de fonder leur famille dans la sphère privée, sans prendre d'engagement vis-à-vis de la société, sans s'engager dans les règles posées par la société. Donc ils font ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas à réclamer de la société qu'en échange, elle leur donne des avantages. En échange de quoi? Ils n'ont pris aucun engagement social. C'est l'engagement social pris dans le mariage. En gros, on accepte de jouer le jeu, de donner à la famille qu'on construit le cadre sécurisant et objectif, enfin quand même un peu contraignant, il faut dire la vérité, du mariage civil. Et en échange de cet engagement, la société donne des avantages. Mais si on n'a pas pris cet engagement, pourquoi donner des avantages? On arrive même à la fin à une discrimination à l'envers, c'est-à-dire que la loi, de façon récurrente, étend les avantages du mariage à toutes les formes de vie de couple, ce qui fait qu'à la fin, les seuls devoirs sont réservés au mariage et tous les avantages sont étendus à tout le monde. Donc finalement, c'est une discrimination à l'envers, ceux qui prennent l'engagement dans le mariage n'étant plus avantagés, et ce qui est injuste. Bon, il faut dire que la loi est largement à l'origine de la confusion, parce que très souvent, c'est elle qui, en attribuant à tous les couples des avantages, donne l'idée, répand l'idée que le couple aurait une existence sociale, aurait une existence juridique, alors qu'en réalité, c'est le couple marié qui prend l'engagement social et qui peut attendre de la société quelques reconnaissances en échange. Les couples mariés eux-mêmes perdent de vue parfois la dimension sociale de leur engagement. Les couples mariés eux-mêmes considèrent facilement que leur mariage ne regarde qu'eux, et au moment du divorce, souvent, ils vivent très mal le caractère un petit peu intrusif de la procédure judiciaire, qui en gros, on fait ce qu'on veut, si on veut divorcer, pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer devant un juge? Et justement, c'est au moment du divorce qu'on se souvient de la dimension institutionnelle du mariage. Et si les couples mariés ne se perdent de vue eux-mêmes la dimension sociale de leur engagement, c'est parce que la société ne le reconnaît plus. Et pour promouvoir le mariage, valoriser le mariage, la société doit investir sur le mariage et concrètement la loi doit l'avantager. Et ce n'est pas une inégalité, c'est une question de justice. C'est-à-dire que le mariage rend un service social parce qu'il offre à la famille un cadre objectif, sécurisant, protecteur. Donc ce service social doit être rémunéré. Alors autrefois, la loi distinguait entre les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage. Et les enfants nés hors mariage étaient désavantagés. C'est pas la peine de revenir à ce système qui désavantage les enfants. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait au minimum faire, c'est encourager les parents et futurs parents à choisir le cadre qui est le plus adapté et le plus protecteur pour leurs enfants à venir. Donc, la loi ne peut pas obliger les gens à se marier, bien entendu. Ça n'aurait aucun sens. Mais en revanche, elle pourrait encourager les personnes à s'engager dans les liens du mariage. Et ce ne serait pas du tout le retour de l'ordre moral, ce serait juste une question de bon sens, car la société qui investit dans une institution qui rend un véritable service public qu'il est urgent de redécouvrir. Voilà, je m'arrête là cette fois-ci. Voilà.